Quels sont les liens entre écosystème et santé? Pour répondre à la question, on peut repartir de la définition du concept de santé par l'Organisation mondiale de la santé, donc qui nous dit que être en bonne santé, c'est bénéficier d'un état de complet bien-être physique, mental et social, donc un état qui ne se réduit pas à la question des maladies ou des infirmités. Donc derrière cette vision, on a une notion de caractérisation d'un individu de façon intégrative. C'est une vision holistique d'un état d'individu. Et donc, en écologie, on a également des approches holistiques. On cherche à comprendre le fonctionnement des écosystèmes, et on sait très bien que ce fonctionnement des écosystèmes ne veut pas être la somme des fonctionnements de ses constituants. Donc, cette vision holistique, évidemment, une fois qu'elle est établie, il n'est pas étonnant de voir émerger le concept de santé des écosystèmes. Le premier, semble-t-il, qui ait évoqué cette perspective, c'est Aldo Leopold, un protecteur de la nature américain bien connu, qui parlait, lui, de santé des territoires ou de mauvais état, de maladie des territoires. Concept ensuite qui a été repris par tout un tas d'auteurs, y compris des auteurs qui critiquent le concept parce qu'ils le trouvent trop englobant pour être mesurable, pour être quantifiable, parce que un écosystème n'est pas dans un état donné, en fait il change en permanence, parce que finalement c'est une vision anthropocentrée qui ne cherche pas trop à comprendre au fond la dynamique interne des systèmes naturels. Ceci dit, c'est une notion, encore une fois, qui est intégrative, donc qui permet d'être appropriée par un grand nombre d'acteurs, et qui a été de fait adoptée par beaucoup d'organisations qu'on trouve dans les textes internationaux assez fréquemment. Un autre point qui est important, c'est que certains auteurs font le lien entre santé des écosystèmes et finalement les bénéfices, ce qu'on appelle les services écosystémiques, les bénéfices que nous, humains, tirons de ces écosystèmes, mais on va voir que la liaison n'est pas forcément automatique. Alors, le premier aspect, donc, qui correspond à une critique, c'est qu'un écosystème change tout le temps. Ça n'existe pas un écosystème stable dans une certaine mesure. Donc un écosystème change tout le temps parce que dès qu'un organisme s'installe quelque part, en fonction de conditions données, eh bien, il va modifier de façon passive ou active son environnement. Et donc les nouvelles conditions qu'il engendre ne sont pas les conditions qui ont permis son installation, mais du coup, ça va permettre l'installation d'autres organismes. Et donc en fait, ce qu'on n'arrive pas à concevoir, c'est un écosystème qui ne changerait pas. Un écosystème est condamné à changer parce qu'encore une fois, dès que le vivant est là, il modifie les conditions qui ont permis son installation. Donc ça, c'est le premier point, un écosystème change, et c'est pour ça qu'en écologie, on a plutôt tendance à parler de trajectoire plutôt que d'un état donné. Alors cette trajectoire, elle est également sensible à des changements de conditions, qui sont représentés ici sur l'axe des X, par exemple, un système qui va connaître des sécheresses de plus en plus fortes. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, on observe du changement. Un écosystème va changer progressivement, de façon proportionnelle au changement de l'environnement. Donc là, on a une variation linéaire, on suit une variation prévisible, finalement facilement prévisible. On peut avoir des phases non linéaires, c'est-à-dire des moments où on a des accélérations ou des ralentissements. On peut avoir également des réponses de type seuil, c'est-à-dire que l'écosystème varie doucement, puis brusquement, il y a une accélération du changement, puis de nouveau, on va tomber sur une phase plus lente. Et puis le dernier cas, c'est celui qui va faire l'objet de changements profonds de la nature de l'écosystème. En fait, on va avoir des remplacements, on va avoir des effondrements d'écosystèmes. En anglais, on parle de tipping point. Donc vous avez un écosystème qui commence par répondre de façon proportionnelle à la variation de l'environnement, puis brusquement, il s'effondre de façon irréversible, et à sa place va apparaître un nouvel écosystème. L'exemple qu'on peut donner, c'est les incendies qui ont eu lieu en Australie, violents sur de très très grandes surfaces. La forêt a disparu, c'est irréversible. À la place, on a un écosystème de steppe qui apparaît. Et pourquoi c'est irréversible? Par exemple, parce qu'il n'y a plus du tout de graines dans les sols, il n'y a plus de matière organique, elle a brûlé, ou parce que tout simplement les espèces qui peuvent coloniser sont tellement loin que ça va prendre du temps. Donc évidemment, en écologie, la notion d'irréversibilité, elle est liée au temps. Rien n'est définitivement irréversible, mais le retour à l'état antérieur peut prendre effectivement beaucoup de temps. Alors, derrière cette notion donc d'incapacité à revenir en arrière, il y a donc ce qu'on appelle finalement
la dégradation des écosystèmes. Qu'est-ce que c'est un écosystème dégradé? En fait, un écosystème dégradé, c'est un écosystème qui n'est plus vraiment un système, au sens où on n'a que des rétroactions positives qui ont tendance à amplifier des changements, toujours dans le même sens, donc avec un espèce de processus autocatalytique d'auto-entretien de changement. Donc là, par exemple, vous imaginez une forêt, on déforeste, donc on a moins de productivité végétale, hein, moins de production de matière vivante chaque année, donc moins de matière organique dans le sol, moins d'humus, moins d'activité biologique, donc moins d'infiltration de l'eau, ce qui veut dire du coup une croissance végétale diminuée, et donc moins de matière morte, moins d'humus rechargé, et ainsi de suite. Et on voit que on n'arrive pas à en sortir si on ne rentre pas une rétroaction négative. Pour arrêter cette dégradation, il va donc falloir introduire une rétroaction négative. Par exemple ici, on va injecter des fertilisants minéraux qui vont permettre du coup de remonter la production végétale, donc de réalimenter la matière organique du sol, d'activité biologique, l'infiltration de l'eau et par conséquent, de nouveau, la productivité végétale. Donc un vrai système, en fait, c'est un système dans lequel on a des rétroactions positives et des rétroactions négatives. Et un système dégradé, c'est quand il n'y a plus que des rétroactions positives qui nourrissent finalement une chaîne de phénomènes. Et donc ces rétroactions négatives qu'il faut introduire peuvent être parfaitement le fait des humains, puisque par exemple ça va être la fertilisation ou d'autres modes d'intervention. Alors si je reprends un peu toujours cet aspect dynamique, finalement vous avez un écosystème qui varie dans le temps, toujours un petit peu, d'une année sur l'autre, il peut y avoir des variations de dominance de telle ou telle espèce. Et puis, il va y avoir une perturbation, une tempête, un petit incendie, une maladie. Et donc, l'écosystème va changer de nature, plus ou moins profondément. Et donc là, on est sur la notion de résistance d'un écosystème. Il va changer plus ou moins selon un certain nombre de caractéristiques que je vais décrire dans quelques instants. Donc, cette capacité à ne pas trop bouger sous l'effet d'une perturbation, c'est ce qu'on appelle la résistance. Et puis ensuite, il va y avoir la capacité à revenir à l'état antérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. Ça va prendre un plus ou moins grand temps pour revenir sur cette fameuse trajectoire. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose qui est instable, mais quand même dans un domaine de variation qui est relativement étroit et défini. Et puis il y a, en cas de perturbation violente, comme je l'ai décrit précédemment, bien dans ce cas-là, comme on dit en anglais, on shift sur un autre type d'écosystème. Alors, quelles sont justement les caractéristiques qui sont maintenant identifiées, dont on le sait qu'elles jouent un rôle clé dans cette capacité à résister ou à revenir à un état antérieur, donc résistance et résilience. Dans le domaine du lien entre ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire couramment le nombre d'espèces, et par exemple la productivité, on a maintenant des résultats qui sont extrêmement bien établis sur le plan scientifique, parce qu'ils reposent sur des dizaines d'expériences. Et là, vous avez une image qui compile les résultats qui ont été obtenus sur toutes ces expériences pour des écosystèmes de prairies, qui montrent très clairement que plus vous avez un nombre d'espèces élevé, plus vous avez une productivité élevée. Et le schéma de droite, c'est le même type de questionnement. Donc on fait varier le nombre d'espèces sur l'axe des X, et on regarde la résistance à une perturbation. En l'occurrence, là, très généralement, c'est des perturbations de type sécheresse. Et ce qu'on voit, c'est qu'à quelques rares exceptions près, il y a un lien positif entre nombre d'espèces et capacité à résister à la sécheresse. Donc ça, aujourd'hui, en tout cas pour le domaine des prairies, on peut considérer que c'est un résultat qui est acquis, et donc une diversité spécifique élevée est un gage de bonne santé, si encore une fois on définit cette bonne santé comme étant la capacité à se maintenir dans le temps. Alors je voudrais pouvoir dire la même chose sur les écosystèmes forestiers, mais ce n'est pas vraiment possible parce qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment de résultats pour être affirmatif. Alors pas assez de résultats parce que tout simplement c'est plus compliqué de manipuler une forêt que de manipuler une prairie, ça se comprend assez facilement. Mais donc il y a quand même des études corrélatives qui montrent ici à l'échelon mondial, avec un biais sur l'hémisphère nord, que plus la diversité des espèces d'arbres augmente, plus la productivité augmente. Donc ça a l'air d'aller dans le même sens que pour les prairies. Et puis il y a également quelques rares résultats expérimentaux. Ici une très très belle expérimentation qui a été menée en Chine, où ils ont fait varier donc, le nombre d'espèces d'arbres de 1, donc
monospécifique, une monoculture à 24 espèces mélangées. Et là aussi, on s'aperçoit que sur 2 sites différents et sur un grand nombre d'années, eh bien, plus le nombre d'espèces augmente, plus finalement la productivité augmente. Donc il semblerait que ce lien positif entre diversité et puis productivité et résistance soit finalement une propriété de très nombreux écosystèmes. Il peut toujours y avoir évidemment des contre-exemples liés à des conditions locales particulières. Alors un autre aspect important sans doute dans la résilience, dans la capacité de maintien des écosystèmes, c'est ce qu'on appelle la complexité des réseaux d'interaction. Les espèces ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles sont liées par exemple ici par des réseaux alimentaires qui sont très vite extrêmement difficiles à lire et à quantifier, mais on a des techniques pour faire ça. On arrive à caractériser ces réseaux alimentaires et ces réseaux d'interaction, les interactions non alimentaires, par exemple la pollinisation, qui est faite par des insectes, donc c'est une interaction plante-insecte. Eh bien, aujourd'hui, il y a des travaux de modélisation qui ne sont pas encore complètement achevés non plus, qui tentent de quantifier l'effet de la complexité de ces réseaux sur la résilience. Et donc, la majorité des résultats vont dans le sens d'une augmentation de la résilience quand on a une complexité plus grande, mais on a aussi des contre-exemples. Donc là encore, il y a un peu de recherche à faire pour avoir des conclusions opérationnelles plus claires. Un autre aspect qui est souvent négligé, c'est la structure spatiale. Ici, vous avez une image d'une forêt dite naturelle, qui est une forêt d'Indonésie, qui est très très peu gérée, donc il n'y a pratiquement pas d'impact humain. Et quand on regarde cette forêt, là, sur 2 hectares et quelques, eh bien, on s'aperçoit que c'est une mosaïque. En fait, une forêt, ça n'existe pas. Une forêt, c'est une mosaïque de différentes petites forêts qui sont à des stades de développement différents. Et donc là, vous avez des stades en clair de clairière, il y a un arbre qui est tombé, qui a ouvert un nouvel espace. Vous avez des taches plus sombres où là, c'est plutôt un endroit sénescent. Sénescent parce que l'arbre est vieux ou parce qu'il y a eu une maladie, par exemple, qui est arrivée. Et puis entre les deux, vous avez tous les stades de développement. Et ça, c'est absolument crucial pour la capacité de régénération et de maintien de la forêt, parce que le jour où vous créez, par exemple, lorsqu'un arbre tombe, vous créez un milieu ensoleillé. Mais normalement, il n'y a pas d'espèce de milieu ensoleillé puisqu'on est en forêt. Mais si, il y en a. Parce que pas loin, à 50 mètres, il y a une clairière ou quelque chose qui est moins avancé. Et donc, on va avoir une colonisation des espèces qui vont passer d'un espace à l'autre. Donc l'hétérogénéité du paysage, c'est un point clé du maintien. Et un écosystème en bonne santé, c'est un écosystème hétérogène, c'est tout sauf un écosystème homogène. Alors, dernier point peut-être important pour définir la qualité et la bonne santé d'un écosystème, c'est le sol, tout simplement parce que le sol, c'est un mélange de composés organiques et de composés minéraux, c'est un mélange évidemment d'organismes vivants, notamment microbiens, les champignons qu'on voit sur la photo en bas à droite, associés à des racines, les bactéries, qui en fait transforment la matière organique du sol, l'humus, qui est en fait une source d'énergie et une source d'éléments biogènes pour constituer les molécules du vivant. Eh bien ça, ce déblocage de cette ressource, c'est le fait des organismes microbiens. Les végétaux ne peuvent pas s'en sortir si on n'a pas cet intermédiaire microbien. Et donc finalement, tout le réseau, toute la biodiversité, y compris la diversité animale, va en tout cas dans les phases initiales de développement d'un écosystème reposer sur cette qualité du sol, c'est-à-dire au fond, quelle est la quantité d'énergie et d'éléments disponibles dans ce sol. Alors, le vivant, la biodiversité joue un rôle considérable sur les caractéristiques de l'environnement. Sans rentrer dans le détail ici, là vous avez un état quantitatif du cycle du carbone à l'échelon planétaire. On va juste regarder 2 chiffres. Le chiffre en gigatonnes de carbone dans l'atmosphère, celui dans le sol et dans la végétation. Vous voyez qu'en gros, on a 3 fois plus de carbone dans la végétation et les sols que dans l'atmosphère. D'où cette idée que, par exemple, l'extension des surfaces forestières pourrait jouer un rôle non négligeable dans notre capacité à ralentir le réchauffement climatique. À l'inverse, quand on déforeste, bien évidemment, on augmente le stock de carbone dans l'atmosphère. Donc là, l'interaction est absolument directe. Ça se joue également à l'échelon local. Ici, vous avez, pendant les canicules de 2003, sur la région parisienne, des différences à 6 h du matin, pendant la période la plus chaude de canicule. À 6 h du matin, vous avez pratiquement 8 degrés de différence entre le bois de Vincennes, végétalisé, et certains quartiers de Paris qui ne sont pas végétalisés. D'où l'idée qu'on peut utiliser dans les villes la biodiversité pour lutter contre les effets du changement climatique, en plantant des arbres. Par exemple ici,
une rue étroite, des arbres de chaque côté sur le trottoir, eh bien, même aux heures les plus chaudes de la journée, vous pouvez encore avoir 2 à 3 degrés de différence de température de l'air dans lequel nous baignons. Sur les pics de canicule, cette différence, quand on a une rue végétalisée, ça peut atteindre 8 à 10 degrés. Autrement dit, planter des arbres aujourd'hui dans une ville, c'est faire une politique de santé publique. Vous protégez des gens en cas de canicule. Il y a aussi l'aspect ruissellement, lié à l'imperméabilisation des sols, qui pose aujourd'hui des questions de sécurité des biens et des personnes. Il y a eu quelques cas de mortalité lors d'inondations liées au ruissellement interne à la ville. Eh bien, on sait par exemple que lorsqu'on met des toits en place végétalisés, soit des toits traditionnels, pas très performants, soit des toits dits intensifs, on a un substrat un peu plus épais, une diversification de la végétation, eh bien on peut réduire dans ces cas-là de 50 à 75% le flux d'eau qui va partir dans la rue ou dans le réseau de collecte, dans les égouts, quitte d'ailleurs à saturer le réseau de collecte des égouts. Donc ça devient un outil d'adaptation au changement climatique. Et puis évidemment il y a l'aspect maladie. On sait maintenant que par un effet dit de dilution, quand on augmente la diversité, par exemple des arbres en forêt, dans un premier temps, ici aux USA, jusqu'à 30-35 espèces, plus vous avez d'arbres, plus vous avez de pathogènes. Bah oui, parce que certains pathogènes sont liés à telle ou telle espèce d'arbre. Mais au-delà de 30-35 espèces d'arbres, c'est le contraire. Plus vous avez d'arbres, plus vous diminuez la diversité des pathogènes. Bah, tout simplement parce que quand vous avez beaucoup d'espèces, la distance entre chaque individu d'une même espèce est augmentée et ça devient un obstacle pour la propagation du pathogène. Il y a un effet de dilution engendré par cette diversité des arbres. Ici, vous avez également, en Amérique du Nord, on a remarqué que la transmission de la maladie de Lyme eh bien, était, transmission qui est assurée par un tic, eh bien, était d'autant plus faible qu'on augmentait le nombre d'espèces de petits mammifères. C'est-à-dire qu'au fond, on dilue là aussi les vecteurs de cette maladie par une augmentation de la diversité animale. Alors, il y a aujourd'hui beaucoup de thématiques qui sont en cours qui font l'objet de recherches assez poussées sur le lien entre biodiversité et maladie. Bon, en gros, on a à peu près des connaissances assez claires sur le fait que la chute de la biodiversité locale peut engendrer un risque de prolifération, puisque moins de diversité veut dire moins de réseaux d'intercontrôle entre espèces différentes, donc on peut avoir des proliférations d'espèces qui peuvent être vectrices, et puis de toute façon une diminution également de l'effet dilution que j'ai évoqué avant. Il y a également avec la modification des espaces naturels, la déforestation en particulier, eh bien un manque d'habitat, qui fait que certaines espèces vont du coup se mettre à coloniser des espaces où elles ne sont pas normalement présentes, ce qui peut engendrer des risques sanitaires. Par exemple, on a un exemple en 1998 à Bornéo, où on avait une déforestation assez forte pour mettre en place des plantations de palmiers à huile. En plus, il y a un épisode de sécheresse avec des incendies liés à El Niño. Du coup, les roussettes elles sont obligées de changer d'habitat. Elles se rabattent sur des plantations d'arbres fruitiers, sous lesquels on a des élevages de porcs, donc transmission finalement d'un virus à ces porcs, et ensuite transmission aux humains. C'était un virus, c'était le virus Nipah, pardon, exactement. Et ce virus Nipah, finalement, a engendré une mortalité d'à peu près une centaine de personnes. Et puis le dernier point, c'est que plus vous avez finalement de colonisation d'espaces sauvages, plus les zones de contact entre les espaces sauvages, les espaces cultivés, et puis entre la faune sauvage et les humains augmentent. Et ça, c'est aussi quelque chose qui crée des conditions favorables à la transmission de maladies, y compris évidemment vers les animaux domestiques. Donc finalement, en conclusion, eh bien, on voit que d'une part, ce concept de santé des écosystèmes, il a un avantage, c'est qu'il est intégrateur, que malgré les critiques qui ont été faites, eh bien, on peut, si ce n'est mesurer directement la santé d'un écosystème, mesurer des caractéristiques de l'écosystème dont on sait qu'elles nourrissent cette durabilité, cette bonne santé, et finalement, cette biodiversité d'une manière générale, c'est un outil aussi potentiel pour agir sur des maladies qui touchent les humains ou les plantes ou les animaux. Et donc on rejoint là le concept One Health qui est abordé par d'autres personnes dans cette série d'interventions.